Monsieur Ayachi, bonjour. Ça va très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. 38e Merci. sommet de l'Union africaine. Il a pris fin hier avec plusieurs moments marquants. Nous reviendrons donc sur ces différents moments, à commencer par l'élection de l'Algérienne Selma Haddadi, vice-présidente de la Commission africaine. Une victoire cinglante avec 33 voix face notamment à la candidate du Marzen, donc qui, comme à son habitude, a utilisé toutes les manœuvres, n'a pas lésiné sur les moyens pour arracher le poste en vain. Alors, une autre preuve de la solidité de la diplomatie algérienne sur l'échelle continentale ou à l'échelle continentale. Ah oui, oui, vous avez raison de parler de victoire cinglante de la diplomatie algérienne, de l'Algérie de façon générale, à ce 38e sommet de l'Union africaine qui restera historique dans son déroulement. Bien sûr, je crois qu'il y a plusieurs lectures. Il ne s'agit pas seulement de la victoire de Madame Haddadi, qui, par ailleurs, est une diplomate chevronnée, une femme de très grande qualité, qui a fait ses preuves déjà par le passé dans différents postes auxquels elle a été désignée, et qui, de l'avis de tous, est d'une compétence vérifiée. Donc, de ce côté-là, alhamdoulilah, il y aura quelqu'un qui va encore hisser très haut le drapeau de l'Algérie au service de l'Afrique. Ça d'une part, mais d'autre part, oui, vous avez parlé de la personne qui lui était opposée, en l'occurrence une diplomate marocaine. Et évidemment, le Marzen, vous l'avez dit également dans votre introduction, croyait pouvoir encore user de ces manœuvres, de ces opérations de corruption pour pouvoir imposer sa candidate. Mal lui ont pris parce qu'il confronte peut-être les Africains avec les Européens. S'il a installé une machine de guerre à l'intérieur du Parlement européen, il n'a pas pu le faire à l'intérieur de l'Union africaine puisque, d'abord, pour une raison certaine, l'Algérie continue de bénéficier d'une aura certaine au niveau de l'Afrique, une considération tout à fait déclarée par les uns et par les autres et qui s'est vérifiée dans les urnes au bénéfice de Mme Haddadi. Et puis, le projet politique porté par l'Algérie, et en l'occurrence en la personne de Mme Haddadi, l'Algérie au service de l'Afrique, l'Algérie ne s'est pas abstenue 30 ans de l'hémicycle africain, et puis revenu comme par réfraction en 2017, l'Algérie a été, avec le président Bemella l'un des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, et rappelons-le, avec pour principal objectif la décolonisation de l'Afrique, précisément, cette décolonisation pour laquelle l'Algérie a continué de batailler. L'Algérie a soutenu 15 mouvements de libération africains à partir de son indépendance de 62, et l'Afrique lui en est reconnaissante, profondément reconnaissante, à travers toutes les générations qu'ont connu les gouvernements africains. Et donc, par conséquent, oui, l'Algérie a pu vérifier sur le terrain que son image est intacte au niveau de l'Afrique, que le respect et la considération qui lui sont dus a été exprimé dans les urnes au bénéfice de Mme Haddadi, et ça a été un revers cinglant, comme vous l'avez dit, pour le Marzen, et une victoire éclatante pour notre diplomatie qui continue encore de marquer des points à son palmarès. Et justement, le Marzen qui a eu une autre claque qui concerne le dossier sahraoui lors de cette réunion. Nous avons vu d'ailleurs les responsables marocains qui ont, disons, attiré l'attention sur la présence de la carte du Sahara occidental. L'Union africaine qui rappelle que le Sahara occidental est un pays à part entière, un pays colonisé, une question de décolonisation. Mais là encore, vous savez, il n'y a que des pays... Un rappel, hein. Il n'y a que des pays où des gouvernements, j'allais dire, de mauvaise foi pour pouvoir mettre une carte du Maroc à laquelle est adjoint le Sahara occidental, parce que les frontières internationalement reconnues du Maroc sont celles qui sont sur la carte de l'Union africaine et pas une autre. S'il y a des pays qui s'amusent, bien sûr, tels
par exemple, le régime ONI de Tel Aviv qui adjoint le Sahara occidental, ça, c'est en dépit du droit international. Le droit international est clair. Le droit international, à travers toutes les juridictions qui ont eu à se pencher sur le dossier sahraoui, la Cour internationale de justice, la haute chambre de la Cour de justice de l'Union européenne, le conseiller des Nations unies, les archives des Nations unies elles-mêmes et tous les pays qui respectent le droit international, il n'y a pas de Sahara occidental inclus dans la carte du Maroc. Il y a tout simplement une frontière internationalement reconnue du Maroc qui s'arrête à Oued el-Noun, au sud du Maroc. Et par conséquent, bien sûr que la carte de l'Union africaine ne peut que reproduire des choses qui sont officiellement reconnues à l'échelle internationale. Alors la question justement de la décolonisation, il en a été largement question, ou celle de la colonisation également, hein, largement question lors de ce sommet donc de l'Union africaine, puisque le thème de l'année, c'est la justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par la réparation. Alors d'une seule voix, cette fois, les dirigeants africains ont affiché leur détermination à demander aux anciens colonisateurs des comptes sur tous les crimes coloniaux, des crimes abjects qui ont été commis sur le continent africain. C'est une urgence, monsieur Ayashi? C'est une urgence et c'est surtout le dossier de l'heure, parce qu'il arrive à son temps. Pourquoi? Je m'explique. D'abord, quand on prend le dossier de colonisation, on avait tendance jusqu'à maintenant, eu égard au contexte bien sûr du débat, de ne s'intéresser qu'au fait que le colonisateur doit partir. Mais le colonisateur est parti, il a mis 50 ans pour partir. Hein, quand on prend l'Afrique, et je viens de dire tout à l'heure comment l'Algérie a pris sa part dans cette décolonisation de l'Afrique. Je rappelle que l'Organisation de l'Unité africaine créée en 1963 avait pour principal objectif fixé par les pères fondateurs la décolonisation de l'Afrique, la fin du colonialisme en Afrique. C'est d'ailleurs à ce titre que notre pays s'est engagé dans cette œuvre fraternelle de solidarité envers les pays qu'il était encore à ce moment-là. Et Dieu merci, il ne reste aujourd'hui que le Sahara occidental à décoloniser. Mais effectivement, maintenant, un problème dû d'abord, j'allais dire, au changement générationnel. Les dirigeants africains maintenant, ce ne sont plus les anciens qui se battaient pour la décolonisation. Aujourd'hui, il y a des gens qui se battent pour le développement de l'Afrique. Et quand on se bat pour le développement de l'Afrique, on regarde aussi quelque part, on se dit, oui, mais hier, quelqu'un nous a exploités, quelqu'un nous a spoliés. Ah d'accord, le constat est fait. Mais ailleurs, ça s'est fait. Des pays qui nous ont colonisés eux-mêmes avaient demandé réparation aux uns aux autres. Rappelez-vous les guerres qui sont déroulées en Europe, où chaque pays demandait à l'autre réparation quand une guerre s'est terminée par la victoire de l'un et de l'autre. Et le perdant était toujours tenu de réparer les trucs. Et donc, le principe de la réparation est un principe internationalement reconnu. Je crois même qu'il est dans les gènes de l'être humain que de demander réparations. Demander réparation, c'est se faire justice. C'est demander justice. Demander réparation, c'est demander justice. Et certains pays l'ont compris. Si je prends l'exemple de l'Allemagne qui, il y a à peine 4 ans, avait dédommagé la Namibie pour ce qu'elle a fait dans ce pays en lui allouant une aide de développement substantielle. Évidemment, il y a parmi, pour répondre à votre question, oui, en Afrique maintenant, nous disons oui, nous avons été colonisés, mais maintenant nous allons demander aux colonisateurs qui a profité de nos richesses de réparer les injustices qu'il a faites chez nous. Et les injustices ne sont pas seulement matérielles, elles sont aussi morales, elles sont aussi culturelles. Il faut qu'il y ait réparation sur tous les plans de la vie socio-économique. Et donc, je crois que l'Afrique fait bien de s'engager dans ce débat, qui est un débat honorable, un débat d'abord qui est dû à la mémoire de ceux qui ont lutté pour la décolonisation, mais un combat aussi pour le développement du pays lui-même. Réparer, c'est aussi développer.
Alors, est-ce que c'est une avancée concrète, certes, donc qu'elle soit portée aujourd'hui par l'Union africaine. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on s'achemine vers une action africaine commune concernant ce dossier mémoriel, monsieur Je Hayachi? crois que d'abord, mais ça, je suis persuadé que les élites africaines l'ont comprise, c'est un débat d'échange entre les pays concernés, et pratiquement toute l'Afrique, j'allais dire. Ça va être un très beau débat intellectuel, ça va être un très beau débat universitaire, ça va faire l'objet de sujets de thèse, mais ça va être aussi un programme d'action politique. Et donc, les unes soutenant les autres et les unes nourrissant les autres. Et par conséquent, on arrivera au niveau universitaire de voir comment peut s'engager la réparation à petite échelle ou grande échelle, mais comment aussi les politiques devront aborder avec les pays colonisateurs concernés le modus operandi de cette réparation. Alors, ça intervient quelques jours après la commémoration du 13 février en Algérie, le 65e triste anniversaire donc des explosions françaises dans le Sahara algérien, des explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien. On assiste à un réveil finalement. Oui, il était temps, évidemment, bien sûr. Vous dites d'abord que un douloureux souvenir pour notre pays qui a subi donc ces essais nucléaires dans notre Sahara. Et le président Tebboune l'a rappelé en quelques mots de façon claire et franche, venez nettoyer ce que vous avez fait. Et je crois qu'on ne peut pas trouver une formule aussi lapidaire, mais aussi parlante que celle-là. Les Français ont fait leurs essais nucléaires multiples. Euh, Oui. on sait très bien quels sont les sites qui ont été concernés. On sait très bien maintenant scientifiquement l'évolution des poussières radioactives et les dégâts qu'elles ont faits au niveau de la population, d'ailleurs même à lointaine distance. Oui. Mais on ne peut pas s'en tirer d'une pirouette comme ça, dire que la France a fait des essais nucléaires et elle est partie. Non. Non, vous avez fait des essais nucléaires dans un pays qui est indépendant, qui continue de subir les conséquences de ces essais nucléaires du point de vue sanitaire au niveau de sa population 80 ans après vos essais nucléaires. Et il faudra quelque part réparer ce que vous avez fait et d'abord scientifiquement nettoyer ce que vous avez fait. Merci, Monsieur Hayashi. On revient également sur la question de la représentation de l'Afrique, la nécessaire représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU, mais également à cette initiative Faire taire les armes à horizon 2030. Ça sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Hayeshi, la question de la représentation de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU a également été abordée lors de ce 38e sommet de l'Union africaine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lui-même rappelé qu'il était temps de remédier aux injustices historiques, notamment cette question ou cette absence de l'Afrique du Conseil de sécurité de l'ONU, une absence non justifiée. Alors comment corriger cette injustice et faire entendre la voix de notre continent? Alors, d'abord faire le constat, effectivement, que maintenant, le système des Nations Unies, bâti, comme vous le savez, en 1945, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale par les vainqueurs de cette même Deuxième Guerre mondiale, et de façon tout à fait nette, il est déséquilibré. Maintenant, vous avez, dans le temps, il y avait ces pays-là qui étaient, j'allais dire, les grandes puissances du moment. Aujourd'hui, il y a des pays émergents, il y a une autre philosophie dans les relations internationales. Il y a le système des Nations Unies, donc bâti en 1945, qui a montré toutes ses limites, puisqu'on voit comment le secrétaire général des Nations Unies n'est même pas entendu quand il demande un cessez-le-feu à Gaza. Et mieux que ça, il est déclaré persona non grata par le régime de Tel Aviv. Et donc, on voit très bien qu'il y a urgence Réformer. à réformer le système des Nations Unies. Bon, effectivement, c'est pas une nouvelle
à faire, ce n'est pas un nouveau dossier. Néanmoins, maintenant, il y a urgence à le faire quand on voit cette prééminence de l'atteinte du droit international par les puissants de ce monde. Or, le droit international, j'allais dire, gère les relations internationales. S'il n'y a pas respect du droit international, s'il n'y a pas protection du droit international, c'est clair qu'il y a un déséquilibre dans le relations internationales et la paix et la sécurité dans le Conseil de sécurité et responsables ne sont plus assurés par le système des Nations Unies. Donc, il faut faire rentrer d'autres membres pour équilibrer le Conseil de sécurité et pour que les affaires du monde puissent être dirigées dans un but de vraiment préserver la paix, la sécurité et l'ordre dans les relations internationales. Or, la meilleure façon d'équilibrer, c'est d'admettre aujourd'hui des puissances émergentes, pas forcément un pays, mais un groupe de pays. Par exemple, l'Afrique maintenant, avec tout le potentiel démographique, le potentiel économique, le potentiel culturel, etc., est à même de pouvoir peser sur les affaires du monde. Et donc, il faudra, M. Guterres le sait très bien, lui, un ancien du système des Nations Unies, puisqu'il a été par le passé haut commissaire aux réfugiés, donc il connaît très bien la chose, et des pays comme l'Algérie, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres pays ont plaidé pour que cette réforme puisse arriver afin de pouvoir avoir une ONU qui gère réellement les relations du monde et non pas de pouvoir se passer. Rappelez-vous la tragédie de l'Irak. Comment Oui. les États-Unis d'Amérique ont fait la guerre à un pays sans mandat des Nations Unies. Or, cela est totalement proscrit dans la Charte des Nations Unies. Et donc, cette réforme est devenue nécessaire et urgente, comme vous l'avez dit, afin de pouvoir préserver cette paix internationale qui, aujourd'hui, est largement menacée par les interférences intempestives des uns et des autres. Alors justement, une paix menacée, vous le dites, Monsieur Ayashi. La question des violences, des mutations violentes en Afrique, il en a été question lors de ce sommet de l'Union africaine. Les différents conflits qui déchirent aujourd'hui notre continent, c'est donc l'un des débats centraux qui a porté sur l'initiative Faire taire les armes à horizon 2030 sur le continent. Les conflits, il y en a beaucoup en Afrique. Oui. Comment faire la voie de la sagesse, Monsieur La Ayashi? nature des conflits d'abord, Madame Mendy, la nature des conflits, elle est toujours, il faut toujours chercher l'intérêt. Et donc, tous les conflits qui se déroulent actuellement en Afrique ont pour objectif donc des intérêts bassement économiques. Nourris par des puissances étrangères. Évidemment, les bénéficiaires de ces spoliations ne sont pas forcément africaines. Elles sont hors africaines, soit directement des pays qui sont concernés, soit par le truchement des multinationales. Mais en tout cas, ça ne bénéficie pas, j'allais dire, aux Africains eux-mêmes. Les Africains sont, comme on dit aujourd'hui, ces puissances étrangères font des guerres par procuration. Par proxy, comme on dit. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe par exemple en République démocratique du Congo, qui se passe un truc, et même, il faudra le dire encore une fois, ce qui se passe au Sahara occidental c'est les richesses du Sahara occidental qui font que le régime marocain donc s'entête à vouloir absolument annexer le Sahara occidental et il est encouragé dans cette entreprise criminelle par des puissances qui ont des intérêts économiques très nets, la France, l'Espagne et beaucoup d'autres. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, et là, on est fier de dire que notre pays, dans sa doxa diplomatique, a une ligne de conduite tout à fait sage et vérifiée, puisque l'Algérie a toujours prôné la résolution des conflits par le dialogue inclusif de toutes les parties. Et cela, nous l'avons dit dans beaucoup de conflits où nous avons apporté depuis des décennies, nous avons apporté notre pierre à l'édifice, c'est-à-dire que nous avons contribué à la résolution de ce conflit. Et même pour les conflits qui sont encore
non résolus. L'Algérie, si je prends la Libye, si je prends le Mali, si je prends l'Afrique centrale, etc. L'Algérie a toujours dit qu'il faut résoudre les conflits par un dialogue inclusif et que l'Algérie était prête éventuellement à apporter son contribution de médiation entre les uns et les autres. Et donc, cela aboutit à quoi? Pas d'armes, pas de guerre, pas de victimes. Et donc, d'où le slogan Faire taire les armes d'ici 2030, c'est-à-dire arriver à 2030, que toute l'Afrique se mette autour d'une table, en tout cas engage une réflexion collective pour pouvoir résoudre les conflits un à un par le dialogue inclusif. Alors aujourd'hui, quel rôle pourrait jouer justement l'Union africaine, donc qui a tenu son sommet, qui a clôturé son sommet hier, quel rôle elle pourrait jouer pour intensifier les dialogues et mettre un terme au conflit qui, je le rappelle, déchire le continent? Vous savez que l'Union africaine a un formidable outil pour cela, le Conseil Pays Sécurité de l'Afrique. L'Union africaine, où l'Algérie a joué un rôle éminent pendant une dizaine d'années, et où d'ailleurs aussi, pendant ce sommet, nous avons, j'allais dire, raté à une voix près l'élection de notre représentant comme membre du CPS. Mais qu'à cela ne tienne, ce n'est que partie remise. Contre encore une fois le Makhzen de représentant du Makhzen qui a eu 17 voix pendant que le nôtre a eu 32 voix, quasiment le double. Oui, le Conseil Pays Sécurité est un outil très bien réfléchi d'ailleurs, très bien charpenté pour pouvoir, d'une certaine façon, apporter une solution au conflit qui se trouve en Afrique. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a des entraves qui sont mises par les uns et les autres parce que, justement, actionnés par des puissances étrangères, l'entité sioniste, la France et d'autres pays, qui gênent la résolution des conflits par le dialogue. Mais l'Algérie, justement, pendant le temps où elle était, j'allais dire, prééminente au sein du Conseil de sécurité, a joué un rôle éminemment valable pour pouvoir apporter une résolution au conflit. En tout cas, pour le moins, pour pouvoir aborder de façon responsable la résolution de ces conflits. Et évidemment, on voudrait que ce Conseil Paix Sécurité, je le rappellerai parce que c'est important, le président Tebboune, en mars 2021, avait demandé la convocation du Conseil Paix Sécurité à propos du Sahara occidental, parce que le problème du Sahara occidental reste, comme vous le savez, la dernière colonie en Afrique. Et puis, l'acte constitutif de l'Union africaine est très net en ce qui concerne la décolonisation d'une part et l'agression d'autre part, condamné de façon claire dans les articles du Conseil de l'acte constitutif. Et par conséquent, le président Tebboune avait demandé déjà à ce temps-là que le Conseil Paix et Sécurité, au niveau des chefs d'État et de gouvernement, puisse prendre des décisions effectives, claires, concrètes, pour résoudre le conflit du Sahara occidental. Ces décisions ont été prises, elles sont maintenant gravées, mais non encore appliquées sur le terrain. Donc, c'est des décisions qui doivent être actées. Actées, c'est vers cela qu'on doit aller quand on dit faire taire les armes. C'est encore une fois travailler dans cet ordre qui a été, cet ordre d'idées qui a été tracé par notre président et qui a été toujours la ligne de conduite, une ligne de force de notre diplomatie. Merci, Monsieur Ayachi. On arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur Saïd Ayachi est président du comité de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.